Donc, Anna, je serai très rapide parce que je vais reprendre ça une autre fois. Donc, c'était juste pour un petit peu partager avec les étudiants et avec les participants certaines parties de ce qu'on a fait dans la conférence. Et puis, d'accord, donc éventuellement, donc développer d'autres choses ensemble. OK, donc je vais partager ma diapositive. Comme j'ai dit, donc, je vais essayer de présenter ça sur plusieurs, donc la prochaine fois, sur plusieurs présentations. Et je vais beaucoup plus poser des problèmes, d'ailleurs, à la suite de ce que le professeur Sena vient d'exposer. Donc, je partage. Et après, on verra. Et je ne vais pas prendre beaucoup de temps, comme j'ai dit. J'essaierai en tout cas. Voilà. Donc, comme j'ai dit, je vais beaucoup plus planter le décor de ce que nous allons essayer de faire durant quelques webinaires. Donc, nous avons ici la théorie de l'information et nous avons les réseaux de neurones, le machine learning, etc. Et pourquoi on met les deux à la fois? C'est que justement, donc professeur Sena l'a bien dit, on ne sait pas ce qui se passe dans un réseau de neurones. On n'a pas de l'information dans un réseau de neurones. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Et d'ailleurs, ce n'est pas permis dans certaines législations. Donc, il faudrait arriver à expliquer un certain nombre de choses, le comportement, qu'est-ce qui se passe dans un réseau de neurones, comment circule l'information, qu'est-ce que effectue exactement un réseau de neurones et d'où vient un petit peu l'efficacité d'un réseau de neurones. Donc, c'est ce qu'on essaye de… C'est c'est un thème qui est vraiment à la mode ces dernières années et d'ailleurs dans la conférence, un certain nombre d'étudiants ont touché ce problème sous différents angles. Donc, la compréhension et l'interprétation de ce que fait un réseau de neurones, soit pour justifier un peu les résultats, ouvrir la boîte noire et aussi détecter s'il y a des escroqueries, mais aussi pour faire évoluer tout le système et puis pour justifier les décisions, les prévoir, etc. Donc, voilà, donc il faut que manipule l'information. Je vais aller très vite, je ne vais pas m'attarder sur tout ça. Donc, un petit peu ici, un réseau de neurones suppose que nous avons quelque chose en entrée, donc qu'on note souvent X, et on veut avoir quelque chose en sortie, donc Y, et donc c'est comme si nous voulons approcher une fonction qui peut être très complexe, f de x, qui va me donner le y. Donc le réseau de neurones, c'est un petit peu comment pouvoir construire une fonction f qui a x donne y. Par exemple, je vois un chat, donc l'image du chat, et là, je sais que c'est un chat. Dans mon cerveau, je sais que c'est un chat. Comment j'ai fait? Donc la fonction, donc je veux développer, créer une fonction qui, à l'image, fait correspondre le label chat ou une classe. Par exemple, la classe des chats, c'est 1 et la classe des chiens, c'est 0. Puis je peux avoir plus que juste une classification binaire, parce que là, il s'agit aussi de faire une classification. Mais même dans le cas de régression, par exemple, pour suivre le cours d'une action dans la bourse, donc là, on fait peut-être une régression. Même dans le cas d'une régression, pour prédire l'évolution d'une action, j'ai des données et j'essaie d'approcher, peut-être pas forcément d'une manière
précise, d'approcher les points et de pouvoir détecter à un instant donné, demain par exemple, quel sera le cours d'une action et de pouvoir donc agir en fonction. Mais bien sûr, un peu le trading haute fréquence, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il prend beaucoup de données, pas seulement, pas le cours de l'action, mais tous les facteurs qui peuvent influencer le cours d'une action par million. Et puis, donc, je ne vais pas entrer dans ce détail parce que je ne suis pas forcément expert dans le domaine, mais je sais qu'ils n'écoutent pas seulement l'environnement et ce qui se passe, mais ils agissent aussi sur l'environnement. Ils orientent un peu le cours des actions. Donc, voilà, donc nous avons une fonction et nous essayons de l'approcher. Si la fonction ressemble à ça, c'est bien. Donc, une sigmoïde me permet de l'approcher. Mais en général, la fonction est beaucoup plus complexe. Donc, il faut essayer de faire une combinaison de sigmoïdes, nous allons le voir. Donc, je peux avoir… regardez ce que j'ai fait ici. J'ai pris x, un nombre réel, d'accord? Je le multiplie par 90, pardon, 90. Je lui ajoute moins 100, donc ici, donc, et puis je lui applique sigma. Sigma, c'est cette fonction, une sigmoïde. Et puis, à la sortie, je multiplie le résultat par 2, donc j'ai W, et je trace la courbe. J'ai cette courbe. En bas, je change juste les paramètres, mais c'est un peu la même forme. Donc, linéaire, affine, fonction affine. J'applique sigma, je multiplie par W de 2, et j'ai cette forme. Si je fais la somme de ces deux, je vais obtenir ça. Donc, vous voyez, je m'approche d'une fonction. Donc, en jouant sur les W, les WI, pour un X quelconque, je peux obtenir n'importe quelle fonction. C'est ce qu'on appelle le théorème donc, de l'approximation universelle, Universal Approximation Theorem, qui nous dit que si vous avez une fonction suffisamment régulière, vous pouvez toujours l'approcher par une fonction linéaire, et puis vous appliquez sigma, d'accord, à condition éventuellement d'ajouter d'autres neurones pour un petit peu complexifier le système. Mais on peut approcher toute fonction suffisamment régulière par une combinaison de neurones. Parce que ce qui se passe ici, donc ça s'appelle un neurone. Ça, c'est un deuxième neurone. Ça, c'est une couche. D'accord? Et nous avons X, donc une donnée qui traverse une couche et me donne une sortie. Et donc, cette sortie approche n'importe quelle fonction, comme j'ai dit, suffisamment régulière, bornée, suffisamment régulière. Pas forcément indéfiniment dérivable, d'accord, mais qui représente… Donc, on ne va pas entrer dans les considérations mathématiques. Donc, je peux changer un petit peu et vous voyez ce que j'obtiens. Voilà, avec 4, j'obtiens encore une fonction qui a une forme un peu plus générale ou alors que je peux utiliser. Je peux utiliser une combinaison de cette fonction pour représenter n'importe quelle autre fonction. Vous voyez. Et dans un réseau de neurones, comment les choses se passent? Nous avons des données, un vecteur de données, donc voilà, un vecteur de données qui peut provenir d'une image, mais qui peut provenir d'autre chose. Il peut provenir, par exemple, qu'aujourd'hui, je travaille avec des gens sur des systèmes donc, discrets, pour des systèmes de production discrets. Donc, on peut avoir n'importe… La langue aussi, donc par exemple, un mot est représenté par un vecteur. Un mot de Wikipédia représenté par un vecteur, ou du langage peut être représenté par un vecteur. Et on le traite puis on a une sortie. L'essentiel, par exemple, dans cet exemple, nous voulons savoir est-ce que cette image représente un chiffre pair ou impair. L'image, elle ressemble à 5. Donc, c'est impair. Même si j'ai une autre image qui représente 5, par exemple ici 1, d'accord, là, j'essaie d'approcher des pixels.
ça va, donc je veux que le réseau me dise que c'est impair aussi. C'est-à-dire pas forcément pour ce genre de 5, cette manière d'écrire 5. Voilà, donc, que fait donc le réseau de neurones? Il essaye de classifier les chiffres manuscrits, comme ici, mais ce n'est pas tout à fait, c'est une approximation du chiffre manuscrit. Les chiffres manuscrits sont en général beaucoup plus complexes et avec une résolution plus importante, d'accord, mais je ne pourrais pas les montrer, les traiter aussi simplement donc, pour illustrer les notions que je veux passer. L'essentiel, c'est que dans les problèmes de classification, donc, que fait un réseau de neurones? Il essaie de trouver une droite, mais en général un hyperplan, puisqu'on n'est pas dans R2, on est dans R à la puissance n, avec n souvent très grand. Et si il prend une image manuscrite et l'image se retrouve ici, il va dire il est pair. Si l'image se retrouve ici, d'accord, quand il va la plonger, quand il va la projeter sur l'espace créé, il va trouver qu'elle est impaire. Bien sûr, je vais aller très vite parce que ce n'est pas l'objet de l'intervention. Donc, l'intervention, il va s'intéresser à comment je peux utiliser la théorie de l'information dans un réseau de neurones. Un réseau de neurones, il a une base mathématique, entre parenthèses, déterministe, mais nous allons voir qu'il faut étendre cette base pour pouvoir l'interpréter, l'expliquer. Dans un réseau de neurones, nous avons des données. Nous passons à la couche suivante avec des expressions très faciles, mathématiques très simples, juste des multiplications, des additions, et après j'applique une sigmoïde. À la fin, j'ai en sortie une valeur. L'intérêt des réseaux de neurones, c'est que nous allons entraîner les poids. C'est comme si j'ai un modèle. Le modèle, au début, il ne peut pas, par exemple, différencier entre chien et chat, mais je le paramètre. Je mets déjà dans l'architecture, je mets beaucoup de paramètres à ajuster, et puis je fais passer au modèle, au réseau de neurones, je fais passer des exemples. Je lui dis ça c'est un chat, ça c'est un chat, ça c'est un chien, et ainsi de suite. À la fin, et si lui se trompe, bien sûr, il va ajuster, il va corriger ses poids jusqu'au point où vers la fin, il va apprendre. Donc, il va apprendre à distinguer un chien d'un chat. C'est un petit peu ça la logique globale. Bien sûr, il y a un certain nombre de phases qu'on peut expliquer mathématiquement. Il propage l'information de la couche d'entrée jusqu'à la couche de sortie, ce qui est une probabilité que ce soit un chien ou un chat, mais ça peut être autre chose dans le cas des régressions. Et puis, parce qu'il a, dans le cas supervisé, comme il a une solution, il va estimer une erreur par rapport à la solution attendue. Et puis, il va calculer le gradient pour ajuster, pour pouvoir, excusez-moi, parce que j'ai lu un message en même temps, il va calculer le gradient pour ajuster les poids et puis il va ajuster les poids. Voilà, donc tout ça, on l'a expliqué plusieurs fois, lors de plusieurs webinaires. Là, j'explique exactement ce que je donne les expressions dans le cas de ce réseau. Bien sûr, dans la réalité, en général, nous avons des réseaux beaucoup plus complexes, mais voilà, ici, c'est, comme je dis, pour illustrer les opérations. Donc, nous avons l'entrée, nous obtenons les neurones de la couche cachée, donc en multipliant chaque entrée par le poids de la première couche. Et puis, j'applique la sigmoïde, j'obtiens les B1 et B2, je multiplie par W de 1, etc.
Et puis, j'applique la sigmoïde à la fin. J'ai une sortie, Z. Comme j'applique la sigmoïde, ça doit être une probabilité de quelque chose, la probabilité que ce soit un chat ou pas, par exemple, ou la probabilité qu'une transaction soit légitime ou illégitime. Et puis, après, bien sûr, je calcule l'erreur. Et quand je calcule l'erreur, je fais la rétropropagation du gradient. Tout ça, tout simplement, donc je passe tout ça, c'est pour dire qu'il y a des mathématiques qui, derrière un petit peu le réseau de neurones. Encore la rétropropagation, la mise à jour des poids, donc on met à jour les poids, la descente du gradient, d'accord. Ceci dit, les réseaux de neurones fonctionnent très bien, très bien. Ils donnent des résultats extraordinaires et parfois dangereux, le cas de trading haute fréquence, par exemple. Mais on n'arrive pas à expliquer ce qui se passe à l'intérieur. Pourquoi? Parce que on a automatisé toutes les… Bien sûr, on a donné les formules. C'est comme ça que les poids vont être ajustés. On calcule, on commence par la fin et puis on ajuste les poids. On ajuste ses poids et puis on ajuste ses poids. Et à la fin, on a un réseau de neurones qui fonctionne bien. Mais d'une part, c'est pas très conforme. Voilà, c'est pas très conforme aux mathématiques actuelles, aux interprétations mathématiques actuelles. Les réseaux de neurones ont tout pour être refusés par les mathématiciens. Et d'ailleurs, ils ont été refusés par les mathématiciens. Et il y avait un livre qui s'appelait Perceptrons, donc Perceptrons, je pense avec S, qui a été écrit par Minsky. Minsky, c'est un des pères de l'intelligence artificielle. Mais à un moment donné, il a fait des développements mathématiques, il a trouvé que ça ne marchera jamais. Je pense en 60, autour des années 60, je ne me rappelle plus la date où il a écrit son livre, et il a prouvé que ça ne va rien donner. Donc, c'est ce qui a causé le premier hiver de l'intelligence artificielle. Les gens se sont dit, voilà, ça ne va jamais rien donner. Il y a beaucoup de minimums locaux, donc ça ne va pas converger, la descente du gradient n'est pas efficace, il est instable parce qu'il y a beaucoup de paramètres, donc, etc., etc. Donc, ce n'est pas convexe. C'est pas convexe, c'est pas du tout convexe, mais vraiment pas du tout convexe. Donc, et puis il y a une grande dimensionnalité. On cherche des solutions dans R à la puissance, je ne sais pas combien. Et puis le nombre de paramètres est beaucoup plus important que le nombre des données. Donc, vous imaginez, si vous avez une fonction où vous avez beaucoup plus d'équations que d'inconnus, en général, ça ne marche pas. Donc, il a démontré que ça ne va pas marcher mathématiquement. Ça veut dire que les mathématiques actuelles n'expliquent pas tout ce qui se passe dans les réseaux de neurones. Ils n'avaient même pas prévu que ça va marcher. Et pourtant, ça a marché. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens essaient de comprendre, peut-être de revoir, ou de créer de nouveaux concepts mathématiques pour essayer d'expliquer ce qui se passe dans le réseau de neurones. Et parmi ces gens, certains essayent de faire appel à la théorie de l'information, TH, théorie de l'information. Donc, théorie de l'information. Et il passe, bien sûr, il passe aussi par les probabilités et par des réseaux bayésiens. Donc aujourd'hui, je vais juste planter le décor et on verra avec le temps, il faudrait qu'on parle de chacune de ces disciplines et de voir comment l'approcher à ce qui se passe dans un réseau de neurones. Théorie de l'information, pourquoi? Tout simplement parce que pour eux, ils disent, lorsque j'affiche une image d'un chat et que je m'attends à ce que le réseau me dise ça c'est un chat, l'image contient l'information
pour un être humain, moi je suis là. Quand je vois l'image, je sais que c'est un chat. Donc l'image contient une information qui est que ici il y a un chat. Et le terme chat ici, à la fin, quand je classifie, j'ai aussi l'information que c'est un chat. Et comment, donc, la question qui se pose, comment transite cette information ici pour aboutir jusqu'à la fin et me dire que c'est un chat. Donc, il voit un peu le réseau de neurones comme des couches. Donc, ça, la première couche, c'est l'image que donc, je donne au réseau de neurones, l'image du chat. Et puis, bien sûr, je passe de la première couche à la deuxième couche. Ça veut dire que dans la deuxième couche, je garde quand même, excusez-moi, dans la deuxième couche, je transmets un peu l'information que j'avais ici. Et puis, ainsi de suite, d'accord, jusqu'à la dernière couche. Et un bon réseau de neurones, c'est celui qui transmet cette information au début jusqu'à la fin, qui va me permettre de… et puis, quand il va transmettre, quel est le rôle un peu du réseau de neurones? C'est que il va essayer d'éliminer beaucoup de bits que j'ai dans la couche d'entrée pour ne garder que ce qui est pertinent. Parce que ce qui m'intéresse, moi, quand je vois un chat, je dis c'est un chat. Mais je ne traite pas tous les pixels. Mon cerveau ne traite pas tous les pixels de l'image du chat. Il essaie. Donc, ça veut dire qu'il détecte rapidement, d'une manière efficace, les traits pertinents qui font que ça, c'est un chat, ça, c'est un chien. Donc, comment… Oui, Professeur de Bruno, oui. vous me faites penser au chat de Schrödinger. De Schrödinger, oui. Est-ce que Oui, excusez-moi. oui, mais mélanthropie et Schrödinger, tout est dedans. Tout est dedans. Justement, je vais parler dans ce… Oui, dès bien que sûr. vous en parlez, la physique quantique, j'ai ça en tête. Oui, mais les gens dont je parle aujourd'hui, ils ont fait de la physique statistique. C'est des gens qui ont fait de la physique statistique, ils n'avaient pas fait autre chose. Ce n'est pas des informaticiens, c'est des gens qui avaient fait de la physique statistique. Et aujourd'hui, tout le monde les écoute. Puis, depuis 2017, tout le monde les écoute, les suit. Il y a un certain Tishby, d'accord? Je n'ai pas voulu donner les noms au début, mais Tishby, vous pouvez… Ça nous intéresse de connaître. Mais comme ça, voilà. Mais pour… oui, parce qu'il y a… Mais bon… le plus important, c'est écrivez sur Google, par exemple, le titre de ma présentation. Information Theory and Machine Learning. Vous allez trouver qu'il y a des choses très, très intéressantes qui sont… Et comme j'ai dit, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps pour qu'on puisse discuter un petit peu après. Et je vais laisser ça parce que c'est un peu lourd aussi. C'est lourd. Il y a pas… Mais je vais aller vite. Et donc qu'est-ce qu'on utilise comme théorie de l'information ici? J'ai besoin de quoi déjà? J'ai besoin de vérifier comment transite l'information de la couche d'entrée jusqu'à la couche finale. Et aussi analyser, est-ce que vraiment il transite d'une manière optimale? Est-ce que j'ai toute l'information, mais juste toute l'information, mais l'information nécessaire? Mais je n'ai pas le bruit, j'ai pas le… Déjà, quand je parle de passage ou de transition, etc., je suis dans la théorie de l'information de Shannon. C'est-à-dire comment communiquer l'information d'ici jusqu'à ici. Et tout le réseau devient un canal. D'accord? Et un canal, à travers un canal, il y a de l'information qui passe, mais il y a aussi le bruit, donc comment… d'accord, quelle est… Et puis, il y a une autre chose aussi qui est vraiment intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe déjà d'ici jusqu'ici d'un autre point de vue, d'un point de vue un peu de… donc, la compression, j'ai parlé de ça. Et donc, quand je parle de compression, je suis aussi dans la théorie de l'information. Mais il y a aussi autre chose, c'est que ce qui est intéressant dans le cerveau d'un humain, ce sont les concepts. Les concepts, pas les données. D'accord? Quand je vois une table,
je dis, c'est une table. C'est une table. Mais si vous me dites, c'est-à-dire indifféremment de la forme de la table, ce qui est dans ma tête, c'est le concept de table. Et non pas la table, une table que j'ai vue. Quand on est gamin, bien sûr, souvent, on confond le concept avec l'objet. On fait du overfitting. On croit que la table, il est comme ça. Mais plus on apprend avec la vie, avec l'expérience, donc on virtualise un petit peu, ou bien on conceptualise la table. Et pour nous, la table, c'est un objet, d'accord. Donc, et là aussi, les gens de la théorie de l'information analysent ça. Comment ils l'analysent? Je montre une image, mais qu'est-ce que je veux ici à la fin? Je veux le concept. Ce que je cherche, c'est le concept de table, pas la table. D'accord? Donc, quand je parcours 1000 exemples, qu'est-ce que j'essaie de faire? Pourquoi je parcours 1000 exemples? C'est parce que je veux passer des exemples au concept. Parce que sinon, si vous me donnez une table et je vous dis une table, ça, le problème serait simple. Vous montrez une autre table, je la compare à la première et je vous dis c'est une table ou pas une table. Mais ce qui est difficile pour un réseau de neurones, mais aussi pour un humain, c'est de passer des exemples au concept. Et ça a été aussi modélisé par... c'est-à-dire, et c'est aussi ce qui fait que les mathématiques n'ont pas... Parce qu'en mathématiques, souvent, on cherche une solution à un problème. D'accord? Donc, en général, on cherche une solution. Par exemple, c'est comme si je veux l'exemple et non pas le concept. Par contre, dans la connaissance, ce que manipule la connaissance, ce que manipule le cerveau, ce sont les concepts et ne cherche pas la solution. Dans la pratique, je vous dis, je veux un pont, Kantra, qui relie deux villes et qui, tel que nombre de voitures, vibrations, etc., hauteur, longueur, le matériau que je vais utiliser. Et j'ai besoin que vous me donniez le pont en question qui répond à ces contraintes, qui supporte ces contraintes. Par contre, ici, je passe beaucoup d'images de chats et je veux que le réseau extrait de cet ensemble d'images le concept de chat. Donc, l'intérêt d'un réseau de neurones, c'est de pouvoir généraliser et non pas de pouvoir s'ajuster aux exemples. Et on essaie aussi d'analyser cette chose à travers, comment on fait, mais je vais bientôt m'arrêter parce que, comme j'ai dit, c'est très lourd et je veux juste faire une petite présentation aujourd'hui, on verra après. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est que au début, et puis, oui, avant de continuer, pour un gamin, parce qu'un réseau de neurones, c'est comme un gamin quand il n'a pas appris. Pour un gamin, au début, ce qui est intéressant, c'est que quand je lui dis ça, c'est une table, au moins qu'il comprenne que c'est une table. Pour atteindre le concept, il faut passer par une étape un peu de comprendre l'objet lui-même, d'être proche de l'exemple. D'accord? Au début, le réseau de neurones, quand on l'alimente par les premiers exemples, parce que vous savez, on entraîne un réseau de neurones avec des milliers ou parfois des millions d'exemples. Souvent des millions. Et puis on répète. On utilise ça à plusieurs époques. Donc on répète même les mêmes exemples, on les passe plusieurs fois, on les réorganisant d'une manière aléatoire. Et dans les premières époques, c'est comme un gamin. J'aimerais bien que quand je lui dis un ballon, il se rappelle déjà du ballon qu'il a vu. D'accord? Donc, il construit sa connaissance à travers l'exemple, mais sur l'exemple. Mais avec le temps, quand je lui montre son ballon, il oublie la forme du ballon parce qu'il comprend qu'un ballon, ce n'est pas ça, ce n'est pas l'objet qu'il a vu, mais c'est la famille et c'est certaines caractéristiques que partage la famille. Donc, au début l'enfant essaie d'apprendre
et de se rapprocher et d'être en liaison avec l'exemple. Mais à la fin, ce qui l'intéresse, c'est le concept de chat. Parce que quand je dis chat, chat, ce n'est pas un chat particulier. C'est juste un concept. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? Donc, je vais pas m'arrêter. Mais qu'est-ce qu'on utilise comme information, donc, comme théorie de l'information? Donc, je passe rapidement. Tout d'abord, penser la chose d'une manière probabiliste et bayésienne, d'accord? Dire que normalement, ce n'est pas seulement des mathématiques que l'on fait, je calcule en utilisant un programme, etc., mais que ce n'est pas déterministe, mais c'est bayésien. Parce que ce 3, et même un autre 3, si vous ne mettez pas ça, ça va rester pour moi 3. Et même si vous ne mettez pas ça, vous ne mettez pas c'est 3. Même si vous ne mettez pas, c'est 3. Sauf si vous montrez un autre nombre qui a ces caractéristiques, qui soit pair. D'accord? Dans ce cas, ce n'est plus un pair, c'est je bascule vers. D'accord? Donc, et puis, bien sûr, on a même montré que notre esprit est un peu bayésien. Voilà. Et puis, donc, le réseau de neurones, donc je passe tout ça. Donc, c'est un modèle probabiliste. Donc, il faut qu'on sache un petit peu comment on peut modéliser des systèmes probabilistes. Bien sûr, la formule de Bayes est dedans et elle est centrale dans ce que nous allons présenter prochainement et qui nous permet, donc, on va inférer, donc je parle parce que le terme inférence aussi va être très utilisé, à partir des data. Donc, Bayes' rule tells us how to do inference about hypotheses from data. Donc, et puis, bien sûr, on voit qu'on peut à chaque fois représenter que ce soit une classification, une régression, un clustering, qu'on peut toujours utiliser donc une modélisation probabiliste. Donc, les réseaux de neurones, on peut les voir comme des variables aléatoires, d'accord, et puis qui se propagent jusqu'à la sortie et qu'on peut traiter, comme j'avais dit, en utilisant un peu la théorie de l'information. Et donc, la théorie de l'information, donc ça nous ramène à Shannon et au système de communication, avec un message au début qui est encodé, et puis éventuellement un bruit s'y ajoute, et puis il est décodé pour que j'ai à la fin la destination. Et bien sûr, je dois avoir un peu une information similaire en entrée et donc comme source et à la destination. Donc, je vais passer un certain nombre de choses. C'est pas voilà. Excusez-moi, j'ai mis ce sont, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc, une notion intéressante aussi. Là c'est juste pour parce que on va parler beaucoup de probabilité. Donc, parce que lorsqu'on parle d'information, on parle rapidement de probabilité. Shannon l'a montré. Donc, voilà, donc les probabilités conjointes et puis, bon, probabilité conditionnelle, etc., et Bayes, etc., donc, pas le moment. Mais ici, entropie aussi, d'un message en particulier, d'accord, donc, voilà, mais je passe. Je passe parce que, et puis nous allons proposer des métriques. Donc, on les voit ici. Donc, les métriques qui, soit pour une variable aléatoire, soit pour deux variables aléatoires, soit pour deux distributions de variables aléatoires. Et nous allons voir un petit peu à quoi ça peut servir. Mais on va revenir sur ça dans d'autres webinaires. Donc, là, pourquoi on va parler
d'auto-encodeurs, ou bien on les introduit, puisqu'on ne va pas aller entrer dans les détails, c'est parce que quand je passe d'une couche à une couche, je vous avais dit que l'information passe d'une couche à une couche, mais on avait parlé aussi de compression. Et puis, qu'est-ce qu'on essaie de faire passer d'une couche à une couche dans un réseau de neurones? Au début, nous avons quoi? Au début, nous avons les entrées. À la fin, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la sortie, qui nous approche beaucoup plus du concept, ou bien de ce qui définit un concept, c'est ce qui définit l'objet, chat par exemple. Et on aimerait bien extraire à partir des données observables, ce qu'on mesure, le concept chat. Le concept chat est souvent défini par des variables latentes que je ne vois pas. Quand je regarde un chat et je le reconnais, c'est qu'il y a quelque chose que je ne peux pas forcément mesurer, je ne peux pas parfois même identifier, mais qui fait que c'est un chat. Un autre exemple, si je fais de l'imagerie médicale, je peux dire il est positif, il est cancérigène, ou il est atteint d'une maladie ou pas atteint d'une maladie, en mesurant certaines choses. Donc, bien sûr, en analysant des variables observables que j'observe. Mais normalement, au-delà des variables observables, le fait qu'il soit malade, c'est qu'il y a d'autres variables, mais que je n'observe pas, qui font qu'il est malade, mais que je ne peux pas les atteindre, je ne peux pas les observer facilement, ou alors ils sont très coûteuses. Donc, on a recours à quelques mesures simples, mais qui donnent le même résultat. Donc, c'est un petit peu ça, c'est ce qu'on cherche donc, à déterminer, on cherche donc, à utiliser. Donc, les variables les variables latentes en général, depuis quelques années, on essaie de les obtenir en utilisant des auto-encodeurs. Donc, les variables un peu cachées, que je ne peux pas mesurer, mais qui déterminent l'objet en question. Le chat, le chien, le spam, etc. Ils peuvent le déterminer. Et comment je fais? J'essaie un petit peu de modéliser, disons, l'identité. J'entre 4 et je sors 4. Mais là, supposons que là, j'ai 10 000 composantes. Là aussi, je vais mettre 10 000. Mais pour cette variable, je vais juste mettre 100. D'accord? Comme le word embedding, etc. Je mets 100. Alors que là, j'ai 10 000 et 10 000. Et je vais obliger le réseau de neurones à passer par cette couche, un goulot d'étranglement, et puis à me redonner le vecteur. C'est-à-dire, je lui donne ici l'image de chat, et ici aussi, je lui donne l'image de chat. D'accord? Donc, et puis, je lui donne l'image de chien, etc. Et je lui demande de me retrouver le chien par la rétropropagation et par un certain nombre de mécanismes. Et donc, lui, il sera obligé de ne faire passer par Z, par les variables latentes, que les informations indispensables pour identifier un chat et un chien. Et souvent, si c'est une classification qui permet de discriminer, de différencier un chat d'un chien. Donc, vous voyez, dans la théorie de l'information, dans les gens qui voulaient appliquer la théorie de l'information, ils ont dit ce auto-encodeur, ou plutôt quelque chose de plus sophistiqué qu'on appelle variationnel. Donc là, je n'ai pas mis le nom, variationnel auto-encodeur, variationnel sans le E, variationnel, qui rappelle calcul variationnel en mathématiques, c'est-à-dire qu'on utilise des fonctions simples qu'on peut manipuler, comme ici des gaussiennes, excusez-moi, des gaussiennes, on dit, d'accord. Je ne vais pas entrer non plus dans les détails, mais en gros, on va essayer d'approcher la distribution des variables, donc x par une distribution gaussienne, d'accord, et le réseau de neurones variationnel, l'auto-encodeur variationnel, va essayer de déterminer un peu des paramètres de cette distribution que je cherche.
de manière à ce que toujours j'ai ici X et je retrouve à la sortie X. Bien sûr, avec un certain nombre de détails que je ne vais pas donc, ici donc, présenter, en particulier qu'à partir de sigma et de mu, je crée un exemple, je fais du sampling de la variable latente, Z, que je décode, que j'envoie au décodeur pour obtenir le X'. Donc, vous voyez, là aussi, il y a beaucoup de… Donc, j'utilise l'information. Ça a été expérimenté avec le Word Embedding. Je passe sous ça. Et voilà. Donc, et puis, comme il s'agit d'un réseau de neurones, d'accord, donc l'information au début, elle est là. Après, il passe ici. Il passe ici, dans la deuxième couche, et ainsi de suite. En général, nous avons beaucoup de couches. Ça peut être des centaines de couches. Donc, je considère que là, j'ai X0, L0, c'est la couche, la variable, c'est X0, donc je peux considérer que le temps, c'est 0, T0. Et puis ça, c'est T égale à 1. Et puis là, c'est T égale à 2. Et donc, j'ai une succession de couches qui évolue dans le temps jusqu'à la fin atteindre donc, une couche qui élimine le bruit et ne garde que ce qui représente le concept de chat. Puisque j'ai le temps, donc je peux l'approcher avec une série temporelle et je mélange le tout et je regarde à quel moment j'ai un petit peu une relation forte avec les entrées et à quel moment j'ai une relation forte avec le concept. Et je suis de cette manière l'évolution de l'apprentissage. Et donc, je peux avoir une certaine interprétation de ce qui se passe dans un réseau de neurones. Au début, nous sommes en train d'apprendre sur les exemples, donc on est proche des exemples, on essaie de les représenter, et vers la fin, on essaie d'améliorer notre capacité de conceptualisation et donc de généralisation à travers, parce qu'on a déjà appris les exemples, donc on passe à un autre niveau. Et tout ça est très développé dans des travaux de recherche. Donc, voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais voilà, j'essaie de planter le décor et que par la suite, on essaiera de développer chacun des aspects. Donc, je vous remercie. Peut-être c'était un peu long, mais c'est malgré moi, ça ne pouvait pas être plus court.